Bonjour à toutes et à tous, toutes les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, Lupo et Jean, on anime le podcast Token Talkers. C'est un podcast qui parle de Web3, mais un podcast qui surtout parle des gens qu'il y a derrière le Web3, des personnes qui contribuent à faire en sorte que cet écosystème qui est juste incroyable et qui nous passionne puisse grandir et puisse avancer. On adore déchiffrer un petit peu, et les insights, les secrets et tout ce qui se passe dans la tête de toutes ces personnes qui construisent, de belles boîtes, qui vont nous servir, qui nous servent déjà et qui vont faire avancer les choses. Jean, qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu te sens, aujourd'hui? Impatient de démarrer ce live, impatient de démarrer, avec les invités qui attendent, gentiment et ça va être vraiment, je pense, beaucoup de valeur ce soir, beaucoup de contenu. On a la chance d'avoir, les titans de la tokenisation francophone. On a la chance de les avoir avec nous, c'est pas tous les jours. Donc on va pouvoir en prendre plein les oreilles et apprendre énormément de choses grâce à eux. Exactement, on a hâte, ça va être une belle discussion. Hello tout le monde, hello Luc, hello Bilal, hello François. Comment est-ce que ça va? Pleine forme. Trop cool. Très bien comme toujours, on espère que vous aussi. Avec un maximum d'énergie. Bilal aussi nous disait qu'il arrivait en grande Au forme top. ce soir. Au top. Le marché est plutôt excité, que ce soit à travers la news de BlackRock ou le cours des cryptos de manière générale. Donc, en vrai, il y a du travail, donc c'est cool. Ouais, 100%. En tout cas, on vous remercie encore une fois d'être avec nous ce soir. Super content, super heureux de vous avoir. On sait que vous faites partie des pionniers de la tokenisation en France. Vous avez construit des écosystèmes qui sont juste incroyables. Vous avez fait plein de choses. Il y a encore plein de choses qui arrivent. Et il y a aussi des actualités, comme tu as dit, Bilal, qui vont être ultra intéressantes qu'on va pouvoir regarder. Moi, j'aimerais qu'on commence avec juste un petit mot chacun. Comment est-ce que vous définiriez la tokenisation avec vos mots en quelques mots pour peut-être les personnes qui découvrent ce soir ce que c'est? On sait qu'on va avoir des personnes qui sont déjà au courant, qui sont confirmées, et peut-être des personnes qui découvrent. Comment est-ce que vous le définiriez avec vos mots? Allez-y, décrochez les micros, parlez, c'est vraiment, on est là tous ensemble. Premier qui Allez-y, décroche. commencez, guys. Je vous laisse la main. Dès qu'il commence, il a le job facile, quoi. Question pour un champion. Qui va buzzer? Ouais, je peux dire la première banalité et puis vous continuez. Mais pour moi, la tokenisation, c'est juste le fait de représenter les actifs sur la blockchain ou de créer des actifs sur la blockchain. Nous, on est principalement impliqués sur le fait de représenter les actifs existants, des titres financiers sur la blockchain. Donc, on crée une représentation digitale. C'est aussi simple que ça. Après, il y a plein de façons de tokeniser. Il y a plein de protocoles, il y a plein d'actifs différents, il y a plein de blockchains différentes, il y a plein de choses différentes. Donc, c'est un gros mot, la tokenisation. Mais à la fin, on veut juste avoir des actifs avec lesquels on peut jouer sur une infra blockchain. François, Allez, vas-y. moi je lève la main. Yes. Moi, je présenterai ça en disant c'est ce que tout le monde de l'investissement est en train de devenir, c'est-à-dire que les gens ont connu l'investissement d'une certaine manière. Et ce même monde de l'investissement, si j'investis dans un bien immobilier, j'investis dans une entreprise, peu importe, tout ça, ça évolue vers quelque chose qui est beaucoup plus simple d'accès, moins cher à faire fonctionner et moins risqué pour les investisseurs et qui offre de nouvelles possibilités. Donc, c'est faire la même chose qu'avant, en mieux, et tout le monde va y venir. Ça arrive progressivement grâce à la digitalisation, et cette digitalisation s'appelle la tokenisation. Right. Moi, je Super définition. compléterai la définition de Luc. Et en fait, je la compléterai en disant c'est représenter sur la blockchain un actif du monde physique. Parce que tokeniser un actif qui n'est pas du monde physique, est-ce qu'il y a vraiment un process de tokenisation au sens répliquer quelque chose? Parce que tu vois, de l'or, du Bitcoin, c'est programmé comme de l'or, mais c'est pas pour autant qu'on dit que c'est de la tokenisation d'or. Et le Bitcoin, on ne dit pas que ça tokenise quelque chose. Du coup, pour moi, pour capturer l'essence de ce que le marché appelle la tokenisation, c'est représenter la propriété d'un actif du monde physique, quel qu'il soit, sur la blockchain.
Et la blockchain, c'est une base de données comme il y avait avant. Alors, il y a certaines typologies de parts qui n'étaient pas forcément digitalisées. Donc, on en profite pour la digitaliser. D'autres qui étaient déjà digitalisées. Et pour celles qui étaient déjà digitalisées, la différence, c'est que il y a une source unique de confiance qui vient de la blockchain parce que c'est une de ses propriétés, parce qu'elle est immuable. Et du coup, ça rajoute de la valeur. Ça facilite la représentation digitale de l'actif parce qu'avant, globalement, comme il n'y avait pas cette base de données qui apportait ces valeurs, en fait, il y avait des dépositaires, puis des dépositaires, et chacun check le travail de l'autre. Et c'est ça qui coûte cher, et c'est ça qui crée de la friction dans la transaction. Et donc, du coup, en s'émancipant de ces tiers vérificateurs, c'est là où ça devient moins cher. C'est plus rapide parce que le problème que résout Bitcoin, c'est le problème de la double dépense. Du coup, le changement de propriété est beaucoup plus rapide. Et donc, c'est de là que vient la rapidité et la réduction des coûts. Ouais, c'est une bonne J'aime version. beaucoup. C'est une bonne version, effectivement. Je pense que vos 3 définitions sont ultra complémentaires et apportent vraiment de la valeur, et on voit peut-être beaucoup plus rapidement de quoi est fait la tokenisation et comment ça va devenir. Est-ce qu'on peut commencer aussi par parler d'un petit peu de la news que tout le monde entend parler en ce moment, BlackRock qui se met à fond dans la tokenisation. Ça faisait déjà un petit moment qu'ils étaient dans l'écosystème. Donc là, il y a cette news qui est sortie, il y a tout le monde qui commence à en parler. C'est une très bonne chose pour l'écosystème, vraiment tant mieux pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? On va donner la parole à Luc pour commencer. C'est Luc qui a commencé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, Luc, toi? Plein de choses, parce que BlackRock, c'est un énorme animal. Donc, déjà, ils ont dit il n'y a pas de débat Bitcoin versus blockchain, tout ça, c'est la même chose et on y va. Donc, évidemment, les ETF Bitcoin ont lancé pas mal de choses. Maintenant, on peut penser que Madame Michu, sans même le savoir, dans son PEA, elle va avoir un petit % de Bitcoin ou dans tous les produits où elle investira. Donc, ça, c'est assez sympa. Après, BlackRock, c'est donc un gros asset manager. Ils veulent upgrader leur technologie stack vers quelque chose de plus digital, vers quelque chose de plus blockchain. Mais ils fournissent aussi de nombreux outils, en fait. Aladdin, eFront, c'est des outils qui appartiennent à BlackRock et qui fournissent des services à une très, très grande partie de l'écosystème. Donc, en fait, si BlackRock se met à tokeniser massivement des actifs, sachant qu'ils ont énormément de data ou qu'ils gèrent via leurs outils énormément de data, on peut vraiment imaginer qu'il va y avoir de l'adoption massive de ces nouveaux formats de titres financiers. Donc, ils commencent d'abord avec les titres publics, les actions et autres. Mais en fait, si on regarde un peu la stratégie de BlackRock, ils essayent de descendre de tout ce qui est les gros institutionnels vers un petit peu plus retail. Alors, pas le retail parce que tout le monde s'en fout, c'est compliqué et il n'y a pas d'argent. C'est un peu ça. Mais par contre, les high net worth individuals, donc ceux qui ont des fortunes à gérer, des family office, les fonds d'investissement, etc., tout cela, ils veulent les cibler un petit peu plus. Et donc, pour ça, il faut une infrastructure un peu plus digitale, plus rapide. Donc, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ils pensent que la tokenisation peut aider à ça. Ils veulent aussi être de moins en moins US-oriented, donc de moins en moins concentrés sur les États-Unis, mais de plus en plus global. Donc là aussi, la blockchain, c'est quand même assez global par nature. Donc, je pense qu'ils ont vraiment compris qu'il faut changer d'infrastructure et qu'ils sont assez gros et assez importants sur le marché pour lancer la tendance. Donc là, ils ont démarré et nous, on voit depuis quelques mois que ça fait du vrai FOMO. Il y a beaucoup d'asset managers qui se réveillent, tous les gros, mais aussi tous les plus petits. Alors, les très, très gros, ils veulent faire leur propre plateforme, leur propre blockchain, etc., jusqu'à ce qu'ils commencent à s'ouvrir petit à petit. Mais tous les plus petits asset managers, ils savent qu'ils n'auront pas la capacité de faire ça. Donc ils veulent tout de suite prendre des solutions prouvées, interopérables, sur des blockchains publiques. Donc, ça lance vraiment une dynamique. BlackRock a fait son premier fonds tokenisé. Bon, c'est un début.
Par contre, ils ont lancé avec 100 millions et je crois que là, il y a déjà 250 millions. Donc ça marche, c'est bien, c'est pas un gros fail. Donc c'est déjà ça. Je suis pas sûr que ça ait vraiment de rapport avec le fait que le fonds soit tokenisé, mais au moins, c'est un beau premier use case pour BlackRock. Donc je trouve ça top, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Bilal, de ton côté? Bah, en vrai, c'est super cool parce que on a l'impression que BlackRock est all-in entre l'ETF et son fonds tokenisé. Après, il faut se souvenir que BlackRock vient de dépasser les 10 trilliards d'actifs sous gestion. Donc 100 millions sur 10 trilliards, ça Ouais, fait c'est pas rien. beaucoup de quantiles de pourcents. Mais en tout cas, comme disait Luc, c'est tellement une grosse machine qui a l'habitude de montrer l'exemple. Et du coup, eux, là, ils ont voulu faire une expérimentation. Hein. 100 millions sur 10 trilliards, c'est une expérimentation. Ils ne lancent pas des fonds de 100 millions, BlackRock. Donc, mais une expérimentation réussie. Donc, c'est très, très cool. Après, ce que je voulais rajouter, c'est que ben, la vérité, c'est que la finance traditionnelle, elle est au courant de la tokenisation depuis même avant Luc, moi ou François. J'ai appris sur la tokenisation en lisant des rapports de JP Morgan. Donc, en fait, les mecs, Ouais. ils avaient très, très, très bien compris ce qu'il en était. Simplement, il fallait un peu éduquer tout le monde en interne. Et donc ça, tu vois, la conduite du changement dans des grosses organisations, c'est un chantier. Et ensuite, il fallait que les audiences soient un peu éduquées. Et je pense que leur stratégie est très bien goupillée parce qu'ils ont démocratisé le Bitcoin avec leur ETF. Et du coup, bah, là, ça passe comme une lettre à la poste. Donc en tout cas, très positif. Très content que ce soit un acteur aussi exemplaire qui lance ce genre d'initiative. Il y en a eu d'autres, de plein d'autres acteurs qui étaient aussi exemplaires, mais là, BlackRock, au moins, il set the stage, quoi. Donc, c'est très positif pour tout l'écosystème. Ça fait quand même... Alors, je dirais que la finance traditionnelle, elle n'a pas attendu BlackRock pour rentrer dedans. BlackRock, c'est une confirmation qui permet à ceux qui allaient prêcher, tu vois, au COMEX, de leur dire si, il faut le faire, et le COMEX qui était un peu distrait sur d'autres sujets, bah là, du coup, c'est le COMEX qui dit attends, mon petit, reviens me voir, de quoi tu me parlais Ok, vas-y, lance le truc, mets-le en place. Donc, ça va prendre 6, 9, 18 mois. Mais en tout cas, ça a été un élément déclencheur pour la plupart des autres institutions. Et ça, c'est très positif. Moi, comme vous le savez, je suis plus full-time sur EquiSafe, mais c'est la porte à côté de mon bureau. Donc, je follow ce qu'ils font. Et il y a clairement de plus en plus d'intérêt d'asset managers traditionnels qui cherchent en effet des solutions clés en main pour pouvoir opérer. Et même eux, j'ai envie de dire, ils ont très très bien compris que la tokenisation, c'est pas de la crypto. Et qu'il y a des moyens de bien l'abstraire. Et du coup, bah, ils avaient aussi besoin d'être rassurés sur ces sujets-là pour pouvoir lancer la machine. Ah, c'est clair et je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle vraiment pour le marché. Faudra se poser des questions de ce qu'ils font dans le marché, jusqu'où ils vont aller. Là, ils ont commencé par 100 millions. Est-ce qu'ils vont continuer à se développer et est-ce qu'ils vont continuer à mettre beaucoup plus de fonds? Est-ce que potentiellement ils vont investir, avec des fonds tokenisés, peut-être acheter des produits tokenisés? Comment ils vont se développer? Ça, je pense qu'on est qu'au début. François, toi, de ton côté, comment tu sens venir avec Talion, comment tu sens venir BlackRock? Qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent apporter au marché? À part de la visibilité, quel est ton point de vue? Alors mon point de vue, c'est que, au fil des années, depuis qu'on fait de la tokenisation, c'est-à-dire depuis 2018, où on rencontre des gros et des petits acteurs, on va dire que pendant un certain temps et pendant plusieurs années, c'est plutôt les petits acteurs, qui avançaient et les gros jusqu'à, je parlais même encore une grosse banque qui me disait exactement ça encore, rien que la semaine dernière, qui me disait oui, oui, très bien, mais que je vais résumer ce qu'il disait. Grosso modo, pour l'instant, on regarde et on laisse les autres essuyer les plâtres et on laisse l'écosystème trouver là où il veut aller. C'est-à-dire que il y aura plusieurs standards, qui sait, on n'en sait rien, chacun va travailler de son côté ou pas. Il va falloir que de toute manière, il y ait des interopérabilités, évidemment, parce que sinon, si on parle de tokenisation,
l'intérêt premier de la tokenisation, on s'appuie sur la blockchain. Qui dit blockchain dit écosystème. Sinon, ça ne sert à rien d'utiliser cette technologie. C'est-à-dire que si, par exemple, on digitalise sur une blockchain un titre, l'intérêt de la chose, un des intérêts de la chose, va être que si on est une plateforme qui tokenise d'un côté, il faut que cet actif puisse être listé sur une plateforme d'échange à côté, ou alors une plateforme DeFi pour aller faire de la collatéralisation, du lending, que sais-je, etc. Mais en tout cas, tous ces aspects interopérabilité, etc., c'est important. Et donc, il y a des problématiques de, oui, ok, il y en a qui partent dans tel sens, dans tel autre. Donc, grosso modo, au fil des années, effectivement, on a vu les acteurs principaux, les gros acteurs qui, effectivement, regardent ça, savent très bien et sont parfaitement conscients que c'est l'avenir de la finance, de l'investissement. Mais ils sont prudents parce qu'ils ne veulent pas mettre trop d'efforts dans une voie, se rendre compte que derrière, il faut se retourner. Donc, voilà. Donc, là où c'est une excellente nouvelle, effectivement, ce qui se passe avec BlackRock, c'est que du coup, du fait de ce que je disais et du fait de l'association inévitable dans l'esprit de beaucoup de gens de se dire j'ai tokenisé token blockchain Bitcoin, volatile, etc. Donc, il y a eu des problématiques j'ai envie de dire, de communication pendant pas mal de temps qui ont fait que ça n'a pas aidé le marché à avancer alors qu'il est inévitable ce marché. Parce qu'encore une fois, on ne fait que faire ce qu'on faisait avant en mieux. Mais donc, ça a traîné. Et dans l'esprit et l'écosystème, pour que l'écosystème de la tokenisation avance, il faut certes que d'un côté, il y ait des émetteurs et des intermédiaires financiers qui ont envie d'utiliser cette technologie, mais j'aurais envie de dire qu'encore plus important, il faut qu'il y ait des investisseurs qui ont envie de l'utiliser. Et parce que sinon, les émetteurs, ça ne sert à rien d'émettre sur une blockchain, d'émettre des tokens. OK, la problématique est effectivement cette image auprès des investisseurs qui a été pendant pas mal de temps associée aux crypto-monnaies, à la volatilité, et puis on ne sait pas, et puis je ne veux pas être le premier à y aller, on se regarde tous, quand est-ce qu'il y a un gros investisseur, etc., qui va y aller, et de toute façon, c'est au-delà de la blockchain et de la tokenisation, dans le monde de l'investissement, tout ce qui est plateforme, les évolutions qu'il y a eu au fil des années, c'est systématiquement comme ça, il faut qu'il y ait des très gros acteurs qui avancent, et une fois qu'il y a des très gros acteurs qui ont pignon sur rue, qui avancent, et notamment dans notre écosystème, on a besoin qu'il y ait des gros investisseurs qui avancent. Une fois qu'ils avancent, les autres viennent. Et pour ça, il y a besoin de crédibilité, d'avoir confiance sur la pérennité, etc. Pour moi, ce qui se passe avec BlackRock est une excellente nouvelle parce que c'est le message d'un acteur traditionnel, de la finance traditionnelle, qui indique à l'écosystème, OK, c'est bon les gars, c'est plus la peine de se regarder par-dessus l'épaule, ça avance. Alors certes, je ne doute pas, comme dit très justement Bilal, effectivement, c'est un petit montant au départ qu'ils ont fait, parce que justement, c'est comme tout, hein, c'est pour voir, et puis parce qu'ils s'attendent bien à ce qu'il va y avoir des retours terrain, voire de l'essuyage de plâtre, etc. Enfin, mais tout ça, c'est normal. Mais par contre, la machine est en route, et ils y vont, et c'est un message fort. Et qu'ils l'aient fait et qu'ils aient communiqué dessus, c'est pas par hasard. C'est parce qu'ils veulent faire passer un message. Donc, la machine est en route. Ça veut pas dire que ça va tout changer du jour au lendemain, mais par contre, ça passe un message fort auprès de l'écosystème traditionnel. Et moi, ce que je veux voir, c'est si effectivement, auprès des gros acteurs qui justement, normalement, savent que ça avance dans la voie de la tokenisation, mais qui ne veulent pas essuyer. Ils veulent pas. Ils attendent de voir. Peut-être que ça va avoir un bon effet. Voilà. Je suis d'accord. J'ai pas eu de. Je suis 100% d'accord. En tout cas, je pense que tu as très bien résumé la situation et comment ça avance. J'ai pas eu, moi, de visibilité sur, entre guillemets, sur la technique, sur OK, par quelle blockchain ils sont passés, un petit peu comment ils ont réparti, et cetera. Est-ce que vous avez eu de la visibilité là-dessus, ou peut-être qu'ils en ont pas forcément parlé? Si, ils en ont fait un point important. Ouais. Ils ont émis sur Ethereum. OK, Qui intéressant. en plus, la semaine suivante, a commencé à avoir des problèmes avec la SEC. Enfin,
plus de pollen. Ok. Mais par contre, c'est quand même un choix intéressant parce que depuis des années, toutes les grosses institutions financières expliquent que c'est compliqué d'aller sur une blockchain publique, que c'est mieux de permissionner tout son système. Du coup, on perd pas mal d'avantages, évidemment. Là, BlackRock a fait le choix d'être sur une blockchain publique. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ils ont tokenisé pour avoir de la distribution. Ce qu'ils essaient de faire, c'est d'accéder à des nouveaux canaux de distribution, des nouvelles audiences, etc. Et non pas simplement réduire leurs coûts de fonctionnement. Donc, ils ont fait ça sur Ethereum. Je trouve ça super intéressant. Ce n'est pas forcément la blockchain la moins chère, mais en même temps, payer 20 euros pour une transaction, enfin 20 dollars pour une transaction quand tu investis 100 000 minimum, bon, c'est pas très grave. Donc, je pense que ça va. Après, ils ont fait ça avec un certain set de smart contracts. Il y a pas mal de fonctions un petit peu spéciales dans leur smart contracts. On ne sait pas exactement ce que ça fait. Par contre, il y a quand même une vraie notion de contrôle. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, ils veulent. Voilà, c'est pas des cryptos RC20 qui se baladent partout. Il faut être whitelisté. Il faut avoir suivi un certain process. Enfin, c'est un titre financier tokenisé. Donc, c'est pas encore le top du top, mais en tout cas, c'est sur une blockchain publique. Ça a le mérite d'être là. Je pense que à peu près tout le monde sait gérer un wallet Ethereum chez les gros investisseurs qui vont investir dans ce type de titre. Donc, je pense qu'ils ont fait le choix de l'interopérabilité et de se dire, voilà, le premier pas, c'est ça. Le premier pas des smart contracts, c'était sur Ethereum. Le premier pas des gros actifs chez nous, BlackRock, ce sera sur Ethereum. Ouais, comme tu dis, je ne m'attendais pas à ce que ça soit sur Ethereum en tout cas. Et avec des jetons à minimum 100K, tu disais? C'est un produit d'investissement. Je ne sais pas quel est le minimum, mais oui, ça doit être, ça doit être ça. Dans ces eaux-là. En général, c'est pour les investisseurs qualifiés. Donc, beaucoup de pays, c'est un minimum de 100K, mais ça peut dépendre un petit peu des règles. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'adresse est publique. Donc, tu peux regarder exactement ce qui se passe sur cette adresse. Et du coup, évidemment, il s'est passé ce qui doit se passer dans le monde crypto. C'est-à-dire des centaines ou des milliers d'airdrops dans tous les sens, avec des mèmes, avec des cams, avec tout ce que tu veux. Donc, c'est marrant et ça nous fait rire. Mais en vrai, pour une grosse institution comme ça, ce n'était pas évident à faire. Puisque les grosses institutions américaines n'ont pas vraiment le droit d'avoir des cryptos. Et donc là, il y a quand même un wallet où ils reçoivent tout et n'importe quoi. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour faire ça. Mais je trouve ça intéressant. Enfin, c'est bold comme choix, quoi. Ouais, comme tu dis, ils subissent, entre guillemets, alors c'est pas les foudres, mais ils subissent un petit peu l'industrie dans laquelle ils mettent les pieds avec, comme on la connaît, ses avantages et inconvénients, et son côté un petit peu, c'est un peu décalé. La plupart de nos clients, parce qu'on a des grosses banques, on a des gros asset managers, des exchanges, des fonds d'admin, etc. Ils tokenisent plein de choses, mais ils veulent jamais qu'on communique l'adresse du smart contract, même si c'est sur des blockchains publiques, pour être sûr justement qu'ils ne sont pas embêtés dans tous les sens pour des idioties. Là, BlackRock, ils ont fait l'inverse. Ils ont dit, voilà, ça c'est notre adresse et on joue le jeu de la transparence. On n'est plus en mode il faut de la privacy, mais de la blockchain, ce qui est quand même un peu difficile à réconcilier. Là, ils ont dit, voilà, nous, on pose ça là. C'est intéressant. On fait venir les investisseurs, on les filtre à l'entrée, et puis tous les autres qui veulent nous envoyer des shitcoins, et tant pis pour eux. Alors, je trouve ça assez intéressant comme façon de faire. C'est assez différent. Ouais, et peut-être qu'ils se sont dit, bon, tant qu'à faire, autant, on sait que ça va faire parler de nous, autant entre guillemets, montrer à tout le monde ce qu'on fait. Et le côté transparence aussi, c'est cool en vrai. C'est vraiment cool qu'ils aient fait ce choix-là. OK. Je le précise juste, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, rebondir, et cetera, si vous avez des choses. Je sais que Bilal, il a aussi il peut rebondir facilement, donc n'hésitez pas en tout cas, vraiment. Mais ouais, en tout cas, je trouve ça très cool en tout cas qu'ils aient fait ce choix-là, le choix de vraiment la transparence ultime, et ça va Moi, aussi, je voulais revenir sur un truc que tu as dit. Tu as dit, c'est le trop truc bien. de notre écosystème. Je suis pas d'accord avec toi. En fait, OK. à chaque fois qu'il y a des nouvelles tendances, il y a des opportunistes. Donc là, c'est une nouvelle tendance. Du coup, il y a des opportunistes, mais il y a plein d'IPO où il y a des mecs qui font des faux sites de la boîte qui est en train de s'IPO pour récolter des faux souscripteurs.
c'est exactement la même chose que les gens font quand il y a un mint ou quand il y a une levée de fonds, en l'occurrence comme ça. Donc, je Ouais. pense qu'il faut que l'écosystème aussi apprenne à mettre en place des bonnes pratiques pour éviter de se faire spammer, pour éviter de recevoir ce que tu ne reçois Ouais. pas, etc. Mais voilà, après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, bon, comme les utilisateurs Web3 sont quand même, on va dire, entre guillemets, des millennials au sens où ils sont nés après 1980. Donc, au final, il y en a qui sont quand même assez âgés, mais je pense que ce qui réunit tout le monde, c'est une mentalité qui se prend pas trop la tête. Donc oui, il y a eu des trollers à envoyer des shitcoins, mais tu vois, ça leur a rien coûté et ils voulaient rien faire, si ce n'est, je pense, troller. Mais Ouais. c'est pas méchant, tu vois. Ouais, 100%. Ouais, vraiment. Vous voulez peut-être juste un peu titiller et dire: «Ah tiens, j'ai envoyé ça» pour le fun, quoi. Parce qu'on Mais sait que oui, pour ça se dire, c'est comme si j'avais investi dans BlackRock. ouais. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Non, mais OK, trop, Et je pense que le threshold pour les investisseurs qualifiés aux US, c'est 1 million, si je me trompe pas. OK. Ouais, tu dois être accredited investor, donc oui, tu dois prouver que tu as 1 million ou un gros salaire, mais par contre, ton chèque À peut pas. l'invest minimum, c'est ça? Ok. Ouais. Mais enfin, ça dépend vraiment des offres d'investissement. Des Puis je pays. pense Mais que d'ailleurs, je serais curieux de savoir où est-ce qu'ils ont structuré ce fonds. Mais s'ils reçoivent des cryptos alors qu'ils n'ont pas trop le droit, ça doit être au BVI ou un truc comme ça, non? Ça doit pas être en US mainland. ouais, en général, il y a un fonds et puis des feeders. Donc là, je sais Les pas. îles Caïmans, je crois. Ouais, certainement. Ah ouais. La plupart des Caïmans, fonds ouais. US sont au Caïman, en fait. Donc, pour cibler en dehors des États-Unis, en général, c'est au Caïman. Ouais, Parce que pour les qu'ils puissent, modernes, Bon, en tout cas, très intéressant. On va pas passer la soirée à faire de la pub pour BlackRock, mais en tout cas, super, super intéressant ce qu'ils font et on va tous observer ça avec attention. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des cas d'usage de la tokenisation? Est-ce que vous pouvez un peu donner, je sais pas, partager différents exemples récents que vous avez vus, que vous avez peut-être fait? On sait qu'il y a des gens qui vous contactent tous les jours pour tokeniser des produits, pour avancer avec vous grâce à vos sociétés, vos plateformes, votre tech, peu importe. Et est-ce que vous pouvez nous donner voilà, des cas un petit peu récents, peut-être innovants, de choses que vous avez vues qui transforment un peu soit leur industrie, soit l'industrie de la tokenisation de produits qui ont frappé à votre porte et qui vous ont dit allez, je me lance. Ça doit être tellement intéressant d'écouter un petit peu il doit y avoir des trucs des fois aussi un petit peu drôles qui allez François, on t'écoute. Alors, des choses différentes. Alors, en innovant, ça se discute. Quelque chose où on a beaucoup de demandes actuellement, énormément plus qu'avant, côté immobilier. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un shift, du marché, à partir d'environ juin dernier, un truc comme ça, quand les gens ont commencé à parler de real world asset. Alors je ne sais pas s'il y a eu un Ouais. effet de communication ou que sais-je, mais en tout cas, véritablement, il y a eu une augmentation bon, nous, on fait de la tokenisation depuis 2018. On a réalisé une plateforme à la base pour tokeniser des titres financiers. La réalité du marché, ça a été quoi? Ça a été que pendant plusieurs années, on a essentiellement fait, alors que la plateforme n'avait pas été faite pour ça à la base, on a essentiellement fait des ICO, donc des utility tokens. Pourquoi? Parce que le marché de la tokenisation de titres financiers, on peut dire ce qu'on veut, il ne se passait pas grand-chose à l'international. Voilà. Puis ça c'est vraiment nous on voit, il y a eu un vrai changement, une énorme accélération à partir de juin dernier. Et depuis, côté les fameux real world assets, c'est notamment l'immobilier pour soit des actions, des parts de sociétés immobilières, soit de l'obligation, soit en l'occurrence également on a du fonds obligataire. C'est devenu, et actuellement, notamment depuis janvier, c'est de loin ce qu'on nous demande le plus. Voilà. OK. Donc il y a des projets immobiliers et je pense des projets qui vont faire,
qui ont le potentiel de faire du bruit, d'être connus à l'international dans l'immobilier en courant 2024. Et j'espère que ça va sortir très bientôt. Donc ça, c'est une chose. Autre chose, autre classe d'actifs qui est pour le coup un petit peu plus folklorique, j'ai envie de dire, et qui se développe, qui ne représente pas encore des montants énormes, même si on en a une qui dépasse les 7 millions. C'est les contrats de cession de revenus futurs, ce qu'on appelle le revenu-based financing. Donc c'est les, ou on appelle aussi les contrats de royalties, hein, où le principe consiste à permettre que ça permet aux structures qui lèvent des fonds de lever des fonds de manière non dilutive et sans que ce soit de la dette. C'est extrêmement intéressant pour l'émetteur parce que c'est pas dilutif et c'est pas de la dette, et ça peut être très intéressant pour l'investisseur parce que potentiellement il lui est annoncé que il continuera à toucher des royalties jusqu'à ce qu'il atteigne un certain objectif. Alors, je la fais courte, les contrats peuvent avoir tout un tas de subtilités, mais ça peut être pas mal intéressant. Et ça se prête assez bien à certains modèles. Alors tout d'abord, tous les modèles où il y a des revenus raisonnablement prévisibles, où il y a un business plan qui est prévisible, qui permet d'avoir une certaine visibilité sur le chiffre d'affaires. Du coup, potentiellement, les investisseurs peuvent être mis en confiance sur le fait qu'ils vont toucher des royalties. Et sur des choses plus fun, j'ai envie de dire, par exemple pour les artistes. Les artistes, il y a peut-être moins de certitude sur le fait que ça va générer des fonds. Maintenant, par contre, peut y avoir une fanbase qui veut croire que ça va générer des fonds et ils veulent participer au succès de l'artiste. Et si ça marche, ben, ils en bénéficient. Donc voilà, donc ce genre de choses se développe. Encore une fois, ce n'est pas ce qui représente le plus gros de notre activité. Nous, actuellement, c'est beaucoup plus côté immobilier, puis d'autres choses. Mais c'est effectivement ça, les tendances du... Et on continue. Alors, pour le coup, je le dis parce qu'il y a eu la vague des ICO il y a quelques années qui a complètement disparu pendant un moment et qui redevient d'actualité. Voilà. Donc, on a à nouveau des ICO, oui, tout à fait. Ouais, ça repart, hein. Ça repart aussi. C'est vrai que la ICO, on en entend parler. C'est moins la folie comme c'était, et c'est moins euphorique, c'est un peu plus contrôlé et plus stable. En tout cas, j'ai l'impression, et même au niveau des projets. Mais en tout cas, il y a une interrogation sur laquelle je suis curieux d'avoir votre avis. On voit que, comme tu as dit, François, il y a justement cette hype entre guillemets sur la tokenisation de l'immobilier. Et vraiment, la vision que j'ai, c'est qu'il y a plein de projets qui se tokenisent en immobilier. On sait le faire. On le fait bien en France. Il y a eu beaucoup de projets, des petits, des moyens, des grands, etc. En tout cas, je parle vraiment pour la France. Mais on se rend compte que le retail, voilà, il est pas forcément au rendez-vous, et il y a plein de projets tokenisés du coup qui ont du mal à vendre leur part. À votre avis, je suis vraiment curieux de savoir, à votre avis, de quoi ça vient? Pourquoi est-ce que ça vient? Évidemment, moi, je pense aussi, et je pense que vous aussi, que ça doit venir déjà un peu des pros, et ça doit venir déjà d'en haut, des institutions, et cetera, avant que ça redescende sur le retail. Peut-être que vous avez un avis différent, je Alors, suis curieux de vous entendre. si ça ne vous dérange pas, après je vous repasse la main, juste parce que je rebondis, je viens de parler, mais je Vas-y, rebondis t'inquiète. parce que j'ai tellement de choses spécifiquement là-dessus à dire. Oui, alors, la vision, c'est que tout d'abord, on va dire que il y a 2 ans, quand les gens parlaient de tokenisation immobilière, on parlait beaucoup, surtout les gens pensaient trouver une faille dans les textes réglementaires en se disant: «On va faire du contrat cession de revenus futurs sur les revenus locatifs, et puis ce ne sera pas un titre financier, ce ne sera rien du tout. On va pouvoir avancer, on va pouvoir faire de la vente grand public et on n'aura pas besoin d'être régulé pour ça». Alors fin 2022, l'AMF a clairement dit ce qu'il pensait du sujet, que ce soit légitime que l'AMF se prononce ou pas, c'est pas mon propos. Mais effectivement, on va dire que bon, il y a tout un tas d'acteurs qui voulaient se lancer là-dedans et qui s'étaient lancés là-dedans, ça s'est arrêté net. Voilà. Donc ça s'est calmé.
et on va dire pour repartir et faire des choses un petit peu plus sérieuses. Maintenant, si on parle de titres financiers, rappelons qu'un titre financier tokenisé, c'est un titre financier. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé la nature de l'actif. C'est la même classe d'actifs qu'avant. Donc si pour des investisseurs, par exemple retail, on parle d'investissement en titres financiers de nature immobilière, pour que c'est un intérêt pour eux par rapport à quand ils faisaient en dehors de la tokenisation, il faut qu'il y ait un plus. Alors le plus qui a été mis en avant, qui a été évoqué pendant un certain temps, et moi le premier, j'ai été convaincu pendant des années que c'était the argument à mettre en avant, c'est le fait de dire effectivement la tokenisation, le token, on ne l'a pas dit, mais la propriété première d'un token, c'est effectivement s'il représente quelque chose qui devient facilement transférable, sous des conditions, etc. Mais il devient facilement transférable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison d'être de cette technologie, à la base, c'est la transférabilité de l'actif. Donc c'est l'intérêt premier, c'est réfléchir à, c'est quand peut y avoir un intérêt à pouvoir revendre, et donc on parle de revendre, on parle de marché secondaire, de permettre à des investisseurs, quand ils possèdent quelque chose, de pouvoir le revendre à quelqu'un d'autre. Je suis un particulier, j'ai investi dans une entreprise, par exemple, j'ai acheté des parts de cette entreprise, j'ai besoin de liquidité parce que j'achète un nouveau bien immobilier, parce que j'ai eu un accident de voiture, que sais-je, etc. Eh ben, j'ai besoin de pouvoir, éventuellement, de pouvoir revendre facilement. C'est ce qu'on appelle le marché secondaire, et c'est plus ou moins compliqué. Dans un monde non digitalisé, où l'actif n'est pas représenté par quelque chose de digital, et donc un token, c'est beaucoup plus compliqué que quand c'est digitalisé. Alors ça, c'est très joli sur le papier. Dans la réalité, effectivement, la mise en œuvre des marchés secondaires, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le voudrait. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement régulé, et donc c'est très compliqué d'avoir des places de marché secondaire en place. Il y en a qui arrivent, ça va prendre du temps, etc. Maintenant, de mon analyse à moi, là je vous donne, c'est mon analyse perso, de retour d'expérience. Encore une fois, moi je me suis focalisé pendant un paquet de temps en me disant: «Oui, oui, ça c'est ça l'argument», et quand bien même il n'y a pas une place de marché secondaire régulée, il y a toujours manière d'utiliser la tokenisation pour faciliter les reventes entre investisseurs de manière beaucoup plus simple que quand c'était pas digitalisé. C'est vrai, la tokenisation améliore dans tous les cas, mais j'ai bien dit le mot, elle améliore. C'est-à-dire qu'on sait juste faire mieux, plus simple, moins cher, et cetera. C'est super, mais comme les gens n'aiment pas le changement, et les gens du retail comme tout le monde, n'aiment pas le changement, passer de quelque chose, à quelque chose qui est un petit peu mieux, et il y a quand même tout un tas de points d'interrogation, ces nouvelles technologies, et cetera, ça manque encore de côté sexy. C'est-à-dire que ça explique, pour moi, ma vision, ça explique que le marché, il est décollé lentement, et qui décolle lentement, parce que oui, c'est vrai, les avantages sont là, mais alors, je pense qu'il faut des game changers en plus, et les game changers en plus, de ma vision, c'est il faut ces plateformes de marché secondaire, certes, mais à côté de ça, il y a des choses formidables dont on n'a pas parlé encore, dans cette discussion. C'est le fait qu'une fois qu'on a digitalisé l'actif, on va pouvoir le collatéraliser, et ça permettre à tout un chacun de, pouvoir lever beaucoup plus facilement de la dette, et ça, c'est vrai, grâce aux plateformes DeFi, et il y a encore tout un tas d'autres choses, que ça va pouvoir, faciliter, mais je m'arrête là. Mais par contre, du coup, pour le retail, ça je veux croire que, et je termine par ça et je passe la main aux autres, on est au début de cette aventure, et qui dit au début de cette aventure, dit on a beau avoir des solutions pour faire les choses, il y a des choses sur lesquelles on doit encore avancer, c'est la user experience, le fait que ce soit, des interfaces ultra sympas pour les utilisateurs. Enfin, quand je dis sympa, c'est pas fun, c'est que il faut que déjà, et les gens ils ont pas besoin de savoir qu'il y a des blockchains, tokens, encore moins entendre le mot DeFi, et cetera. Ce qu'ils ont besoin, c'est effectivement, si on leur dit: «Bah, voilà, vous avez la possibilité de, vous avez quelque chose, ou alors votre bien immobilier, vous allez le tokeniser en
en mettre en collatéral une toute petite part parce que vous avez juste besoin de lever de la dette pour 5 000 €, je dis n'importe quoi. Je suis convaincu que ce genre de choses va se développer et que ça va être un énorme facteur de développement du marché. Mais c'est pas le seul. Mais c'est par rapport au retail, j'y crois. Je m'arrête et je passe la parole. Voilà. Du coup, Eh il y ben, a eu deux écoutez, questions. merci. Ah bah c'est super clair, François, et ça permet de bien compléter un petit peu la vision de tout le monde par rapport à ça, et ça permet d'apporter aussi pas mal d'infos. Luc, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses justement de cette accessibilité, des produits que tu as actuellement? Quelles sont les innovations qu'on te propose? Quels sont les exemples de tokenisation que tu vois le plus souvent? Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience avec ta société Tokeny? On a juste la petite question collatéralisée, peut-on expliquer? Qui veut l'expliquer avec simplement, c'est très facile. C'est mettre en garantie un actif globalement. C'est ce qu'on voit beaucoup en DeFi et crypto, enfin tous ces protocoles de lending où en fait j'ai un actif, des cryptos, que je le mets dans un smart contract et je le prête à quelqu'un ou j'emprunte grâce à ça. Donc l'idée c'est de répliquer les mêmes mécanismes mais avec des actifs du monde réel ou des titres financiers. Et je suis tout à fait d'accord avec François que c'est le use case à mon avis. Pour le commun des mortels qui écouterait, qui ne connaîtrait rien, blockchain, DeFi, etc., c'est comme si je possède un appart et que je le mets en hypothèque pour avoir des fonds. Mais l'intérêt en hypothèque, c'est comme si je mettais en collatéral l'intégralité de mon bien pour pouvoir avoir ces fonds. Un des intérêts justement de la tokenisation, c'est que comme on a fractionnalisé la propriété, je vais pouvoir mettre en collatéral une toute petite partie, juste celle qui me permet de lever la dette dont j'ai besoin, et je n'ai pas besoin de mettre l'intégralité de l'actif, par exemple, en collatéral. Et en plus de ça, il y a de la standardisation de la donnée aussi, parce que le crédit lombard, etc., ça existe. Mais en fait, si vous avez des actifs dans votre portefeuille, si c'est des gros titres cotés, vous allez à la banque, ils vont savoir quoi en faire, ils savent que ça a de la valeur, que c'est liquide, etc. Donc peut-être vous pouvez emprunter grâce à ça. Mais sur la plupart des actifs, le banquier il va dire bon, c'est pas dans ma liste, je sais pas combien ça coûte. Si tu me rembourses pas, je saurais pas quoi faire de cet actif. En plus, je devrais courir pour en acquérir la propriété. Donc là, l'idée, c'est de dire, grâce à des smart contracts, tout est défini en amont. Et puis si je ne paye pas mon emprunt, directement, mon token, il est envoyé à un liquidateur ou à mon lender. Donc, on peut automatiser beaucoup de choses si on met de la donnée sur la blockchain, donc si on représente bien les différentes parties prenantes, mais aussi les actifs. Pour répondre à ta question, Jean, donc nous, ce qu'on voit beaucoup, donc nous, on fait surtout des titres financiers, on fait aussi un peu des systèmes de paiement. Puisque la blockchain, c'est quand même vraiment cool pour faire des systèmes de paiement. Il y a les stablecoins, mais on peut faire des choses beaucoup plus poussées avec plus de contrôle et tracer la propriété des tokens. Mais donc, sur les titres financiers, on a deux grandes catégories. On a tout ce qui est marché public, donc ce qui est coté sur des exchanges, donc les Tesla et autres, mais surtout beaucoup de fonds. En fait, il y a plein de fonds, les ETF, etc., qui peuvent être tokenisés. Alors, il y a assez peu d'intérêt parce qu'il y a déjà toute une infrastructure. Elle est très compliquée, coûteuse, etc., mais ça fonctionne. Si je veux investir dans un ETF, même Bitcoin demain, c'est très facile. Par contre, c'est assez facile pour les gros asset managers de commencer par là, avec des money market funds ou ce genre de fonds. C'est assez facile de commencer, d'en créer un, de le tokeniser et de commencer à jouer avec. Sachant qu'on a besoin aussi de ce type d'actifs sur la blockchain, par exemple, pour faire de la collatéralisation. Donc ça, on le voit de plus en plus sur les gros acteurs, mais ce qu'on pense, c'est que le vrai endgame, c'est sur tout ce qui est marché non coté. Donc c'est vraiment tout ce qui n'est pas sur les exchanges. Donc c'est toutes ces opportunités d'investissement qui sont difficiles à trouver. Donc, c'est ce qu'on appelle le private equity, donc investir dans des entreprises. C'est les projets d'infrastructure, c'est l'immobilier, c'est la dette d'entreprise, etc. Tout ça, c'est vraiment difficile de trouver ces opportunités d'investissement
le banquier, il ne sait pas vous les proposer. Donc, il faut aller sur des choses plus spécialisées. Ça demande pas mal d'analyse pour faire les bons investissements parce que la donnée n'est pas standardisée, elle n'est pas disponible. Quand on trouve un deal où investir, il faut 1 mois pour faire la paperasse et envoyer l'argent, etc. Donc, il n'y a pas d'infrastructure. Donc, nous, on pense que tout ça, ça peut être digitalisé. Et tous ces acteurs des marchés non cotés, des marchés privés, ils sont très contents qu'il y ait une infrastructure neutre qui appartient à personne. Ils ne veulent pas tous aller sur l'exchange de JP Morgan et être complètement contrôlés par la banque. Non, ils veulent une infrastructure qui est plus libre, où ils peuvent faire leurs opérations facilement et ne pas les faire sur leur silo, sur leur Excel, mais que quand il se passe quelque chose, tout le monde soit au courant et avec des coûts maîtrisés. Donc, on a fait beaucoup d'immobilier dans les dernières années. L'année dernière, nous, on a vu plutôt un ralentissement sur la partie immobilier parce qu'il y a un petit peu moins de transactions, donc c'était un petit peu différent. Par contre, on voit de plus en plus de fonds d'investissement, parce que globalement, on peut packager un peu tout ce qu'on veut dans un fonds d'investissement, et aussi tout ce qui est fixed income, donc tout ce qui rapporte du yield, des intérêts. Et je pense que ça, il y a il y a un vrai attrait de toute la communauté blockchain et crypto d'investir dans ce type d'actifs. En fait, on l'a même vu avec tous les T-bills, donc ces tokens qui représentent, enfin qui investissent dans des bons du trésor américain. Si je suis déjà sur la blockchain et je mets mes stablecoins sur AV à 3% et que je peux avoir en fait un autre token qui est backé par des bons du trésor américain à 5%, bon, le choix, il est vite fait. Je préfère mettre mon argent sur ça. Donc, ça, on le voit un peu à court terme, mais petit à petit, on voit que ça shift vers des produits un peu plus complexes qui fournissent du yield. On fait des green bonds, on fait de la corporate debt, on fait ce genre de choses. Et j'aime bien tous ces projets de trade finance aussi. Enfin, j'aime bien tous ces projets parce que c'est très rapide, en fait. Par exemple, la trade finance, on tokenise des factures. Des groupes de factures qui sont packagés dans des produits financiers. Donc ça, c'est super parce que les factures, elles ont une durée de vie assez courte, de quelques mois. Donc en fait, il y a plein de factures qui arrivent, qui sont tokenisées, qui sont vendues à des investisseurs. Les investisseurs font de l'argent parce qu'ils ont prêté leur argent. Et boum, après, on passe au suivant. Donc ça, je trouve ça super parce qu'il y a un vrai besoin d'automatisation, il y a un vrai besoin de blockchain. Alors que si on fait un gros fonds immobilier où il ne va rien se passer pendant 10 ans parce qu'il faut bien acheter les immeubles sous-jacents, bon, ce n'est pas très intéressant de le tokeniser. Donc, on voit vraiment un petit peu de tout. Il y a pas, je ne sais même pas s'il y a une vraie tendance de fond. On voit juste qu'en fonction des opportunités de marché, les gens veulent tokeniser ceci ou cela. Puis après, on a toujours plein de projets qui nous contactent pour tokeniser la Rolex ou la Ferrari du grand-père, mais bon, ça, c'est pas les projets qu'on peut aider en général. Ouais, C'est pas je la comprends. priorité. Ouais, puis c'est pas forcément sexy pour les investisseurs et c'est pas là où il y a le plus d'intérêt. Tu voulais rebondir sur quelque chose, Bilal? Oui, c'est un peu exotique, c'est des petits montants, c'est beaucoup de galères pour pas grand-chose en fait. Le point important, c'est que Luc, François ou moi, on monte des boîtes et donc par définition, on cherche un modèle reproductible qu'on peut scaler. Donc si on fait 15 typologies d'actifs différents, il y a quand même pas mal de choses qui changent. Alors, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est, je vais essayer de répondre à votre question, qu'est-ce qu'on tokenise, nous aussi. Et François le disait très bien. Alors, il y a deux choses. Le premier, c'est que il y a les titres financiers et il y a les actifs financiers. C'est pas la même définition. Des actifs financiers, c'est beaucoup plus large, c'est des factures, de l'IMO, et ça peut être des actions ou de la dette. Les titres financiers, c'est défini par le Code monétaire et financier, de mémoire. Moi, je ne vais pas faire mon intéressant, mais article L211 et L213 du Code monétaire et financier, qui définit des titres Bien financiers placé. comme soit des actions, soit de la dette. Donc, de la dette, il y a différents noms, fixed income, bonds, obligations, etc. Mais l'idée, d'ailleurs, la dette, c'est un peu le plus simple, parce qu'en fait, suivant un delta time, peut-être tous les mois, tous les trimestres, tous les 6 mois,
tu reçois ton prorata de ce qu'on appelle le principal, donc le montant que tu as investi, plus les intérêts, jusqu'à que tout soit remboursé. Donc c'est assez facile à modéliser, et du coup, tu peux faire des obligations pour refinancer de l'IMO ou la trésor d'une boîte, le corporate bonds ou le corporate financing, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il y a un dénominateur commun, et après, il y a des actifs sous-jacents à ce dénominateur commun. Exemple, une action dans une société, en fait, elle peut incorporer de l'immobilier, elle peut incorporer de l'art, elle peut incorporer whatever. En fait, c'est toujours une action et ça se comporte comme une action. Donc, chez EquiSafe, nous, notre modèle reproductible, c'est de tokeniser soit des actions, soit des obligations, parce que c'est assez simple. Les obligations, c'est le plus simple. Donc, on en fait pour de l'IMO, pour des boîtes non cotées, pour des boîtes cotées, et j'en passe. Et après, pour les actions, là, c'est un peu plus différent. Quand tu parles d'une action, du coup, il y a différentes méthodes de valoriser cette action-là. Quand tu parles d'une action, l'action sera... il y a plusieurs manières de la valoriser, mais ce n'est pas exactement le point que je voulais mettre, pardon. Donc, c'est toujours une action... merde. Oui, c'est ça que je voulais dire, pardon. Donc, le véhicule, tu peux lui mettre un peu ce que tu veux dedans. Donc, ensuite, la question, c'est... parce qu'en fait, le client, quand il vient voir une plateforme comme Tokeny ou Thallium Asset ou EquiSafe, en fait, il ne cherche pas juste à se faire tokeniser. Parce qu'en fait, il cherche à lever des fonds. La tokenisation, c'est, comme le disait très bien François, c'est une amélioration de l'infrastructure financière. Mais ce n'est pas pour autant que la couche réglementaire permet d'offrir tout le potentiel de cette infrastructure financière. Où est-ce que je veux... Alors, je suis en train de perdre un peu le... Je dérive un peu. Les actions, c'est pas toujours évident sur les packs d'actionnaires et tout ça. Oui, exactement, Luc. Merci. C'est ça que je voulais dire. Donc, justement, maintenant, quelle typologie d'action est-ce que tu veux tokeniser? Quand tu tokenises des actions d'entreprise qui ont plein d'actionnaires, qui ont des règles avec le pack d'actionnaires qui contraint l'échange de parts ou les interactions, du coup, en fait, c'est assez... La proposition de l'infrastructure financière est encore plus limitée par un cadre juridique. Donc, le sweet spot qu'on a trouvé avec EquiSafe, c'est que nous, en fait, on travaille qu'avec des sociétés d'investissement, donc des clubs de business angel, des sociétés d'investissement dans l'immobilier, qui ont leur réseau d'investisseurs et qui sont des véhicules un peu des coquilles vides, où on investit une fois, puis après, il y a l'investissement qui est fait, et puis voilà, il n'y a pas trop de complexité, il n'y a pas trop de revenus tous les jours, et donc il n'y a pas besoin de mettre toutes ces règles qu'on peut trouver dans des sociétés comme Pirates en elles-mêmes, ou Tokeny, ou Thallium. Et donc, du coup, on a choisi une typologie de véhicule où il y a le moins de complexité juridique à implémenter. Donc, des véhicules d'investissement, des coquilles, on investit une fois, et il y a un actif, c'est investi dans un actif sous-jacent. Et il y a des sociétés d'investissement qui montent des Special Purpose Véhicules, SPV, comme on les appelle, des véhicules d'investissement en français. Des clubs de BA, ça fait des deals tous les jours, il y en a plein. Des sociétés d'investissement immobilière, pareil. Donc voilà, en fait, le dénominateur commun, c'est des actions ou des obligations, mais du coup, pour quel type d'actifs ça devient vraiment intéressant? Ce n'est pas intéressant pour des sociétés commerciales, c'est plus intéressant pour des véhicules d'investissement. Donc ça, c'est le premier truc que je voulais dire. Après, EquiSafe, ça a trouvé son modèle sur ce dénominateur commun, et en fait, ça tokenise rien d'autre. Parce que du coup, si tu veux mettre de l'art, il faut valoriser l'œuvre d'art de manière différente que tu valorises de l'immobilier. C'est quand même plus facile de juste investir une fois et de laisser l'investissement entre guillemets dormir. Donc en fait, chez EquiSafe, on ne tokenise rien d'exotique à part des véhicules d'investissement et des obligations pour des boîtes privées ou publiques ou immobilières. Mais par contre, chez Pirates, on travaille sur d'autres typologies d'investissement, de tokenisation.
Ce qui était intéressant, et François l'a dit, c'est qu'en effet, il y a plein de gens qui sont méga opportunistes et qui pensent que parce qu'ils tokenisent, ils vont s'émanciper de la réglementation, du code monétaire financier et tout. Mais c'est faux. Mais la question, c'est quelle ingénierie juridique, parce que quand tu structures un titre financier, c'est une ingénierie, ou une obligation, c'est une ingénierie juridique, quelle ingénierie juridique peut faire l'objet du plein potentiel de l'infrastructure financière? Et donc, pour répondre à ces questions, le chemin de pensée, c'est déjà, je dois sortir du scope du code monétaire et financier. Donc, comment est-ce que je peux tokeniser un actif en sortant du scope du code monétaire et financier? Et ça, c'est un truc qu'on pense qu'on a craqué chez Pirates sur une classe d'actifs qui est les œuvres d'art, où on a trouvé une loophole assez intéressante dans le code civil. Et du coup, on crée une boîte qui est dédiée à faire ça. Et parce qu'encore une fois, on doit trouver un modèle qu'on peut répliquer. Donc en fait, j'ai envie de faire toujours le même actif, avoir toujours le même process d'onboarding, avoir toujours le même process de valorisation pour être reconnu pour cette typologie d'actifs en fait. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est quelle ingénierie juridique on peut programmer pour exploiter le plein potentiel de la tokenisation. Je vous ai un peu teasé là. François et Luc, ils vont appeler leur avocat, ils vont dire « Quel civil ?» Ça vous a tous touché. Non, effectivement, merci Bilal. Effectivement, on comprend bien ce que tu as dit, on comprend d'autant plus qu'effectivement, notamment, alors, ce que tu as dit, le teaser côté pirates, côté NFT, etc., ce sera intéressant d'en savoir plus, mais c'est peut-être une discussion, je ne sais pas. Mais côté EquiSafe, je comprends effectivement, parce que vous opérez, vous tokenisez vous-même. Effectivement, c'est à partir du moment où vous tokenisez, je comprends effectivement la logique de s'inscrire dans un schéma avec tous les aspects juridiques, structuration financière, etc., qui sont génériques, ça a complètement son sens. Nous, on a une activité différente, en fait, parce que nous, on a une activité très technique. On n'opère pas nous-mêmes la plateforme. Je crois que c'est pareil côté Tokeny, sauf erreur. Donc, on est fournisseur de technologie. Donc, nous, d'une certaine manière, ce qu'on propose, nous, c'est plutôt une sorte de méta-plateforme de tokenisation. Et ce sont ceux qui utilisent notre plateforme qui, eux-mêmes, on l'espère, ont des besoins génériques ou pas, mais en tout cas qui, on l'espère, seront complètement couverts par toutes les possibilités de la plateforme. Donc, en fait, la plateforme a été conçue pour non pas répondre à des cas particuliers, mais il y a eu un très gros travail long en amont pour être une plateforme qui est ultra flexible. Et après, on a adapté tout un tas de choses, etc. Mais donc, pour répondre, dans la logique de ce que dit Bilal, c'est cette problématique qu'il évoque qui est tout à fait vraie, d'être effectivement sur des schémas génériques. C'est typiquement, effectivement, par exemple, tu parles de Club Deal et ce genre de choses. Mais ce sont effectivement, on a par exemple des clients côté Club Deal qui ont des schémas eux-mêmes génériques où ils vont, alors, eux, dans leur cas, ça va être les scénarios qu'on rencontre sur les club deals, de la tokenisation de table de capitalisation existante, de l'augmentation de capital, que sais-je, etc. Sur d'autres schémas plus génériques, c'est plus par exemple des clients. Je disais que justement, nous, ce qui a beaucoup le vent en poupe actuellement, c'est côté projet immobilier. Ce sont typiquement je ne veux pas dire de bêtises, mais dans aucun cas, c'est un projet. Systématiquement, et j'imagine que c'est pareil pour Tokeny EquiSafe, pour les projets immobiliers, c'est à chaque fois un client qui a
qui est dans une démarche générique, où lui-même s'inscrit justement, où il va structurer un petit peu systématiquement de la même manière tous les projets avec lesquels il va travailler, simplement parce qu'il va avoir des process parfaitement carrés. Et notre métier à nous, effectivement, on est un cran avant. On est vraiment dans le cœur de la technique, où on leur apporte la plateforme qui va leur permettre d'avoir de pouvoir proposer eux-mêmes leur marketplace d'investissement, leur marketplace de marché primaire pour des produits avec des processus qui vont être généralisés. Quand je dis généralisé, c'est que justement, d'un utilisateur, ce que je vais appeler un intermédiaire financier à un autre, les processus ne auront pas nécessairement être les mêmes par rapport aux classes actives, par rapport au fonctionnement, par rapport au montant, etc. Je donne un exemple très précis qui peut paraître comme un détail, mais dans les faits, la réalité du terrain, c'est ça. C'est que, par exemple, certains vont souhaiter que les procédures KYC ne soient pas intégralement faites au départ, pour diverses raisons. Un, parce que, par exemple, ils mettent en place un canal de vente où l'investisseur arrive, ils veulent le rentrer dans le processus de vente. OK, très bien. Des éléments KYC au départ. Peut-être que le KYC complet sera effectué soit entre la signature du bon de souscription et le paiement, soit après le paiement. D'autres, c'est tout simplement point barre, c'est au départ, etc. Ça dépend complètement des politiques, mais ça a des conséquences. Et par exemple, nous, la démarche, c'est de dire, on a pas mal de clients, en fait, hein, et on passait par beaucoup de projets très différents les uns des autres. Notre constatation, ça a été que il n'y a pas de clients pareils, presque. Chacun a ses spécificités et du coup, au bout d'un moment, on en a eu assez. On s'est dit: «OK, très bien, OK, on continue de faire la plateforme qui vous un petit peu une méta-plateforme et puis vous nous expliquerez ce dont vous avez besoin». Parce que certains, c'est tel mode de paiement, d'autres, c'est effectivement, il y a signature manuelle, signature électronique, d'autres. Enfin, on peut en parler pendant des heures sur les spécificités qu'il peut y avoir d'un client à l'autre, mais voilà. Mais par contre, effectivement, c'est technique. extrêmement important. Pardon? Je dis en plus, c'est une grosse partie technique. Alors, on va perdre l'audience. Tu parles trop technique là, François, pour l'audience, Bon, les process. Non, je mais au m'arrête final, là. il y a un point qui est super intéressant. En fait, il parle de positionnement. Et en effet, Tokeny, Ethereum et QuickSafe n'ont pas du tout le même positionnement. Moi, je vous partage un petit peu les retours que j'ai eus du marché. Parce que nous, on n'est pas un tech provider, c'est-à-dire on ne s'efface pas derrière on n'est pas que un tech provider. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, bon, tu vends de la tokenisation à un émetteur. Mais l'émetteur, s'il émet des titres, c'est pour avoir la contrepartie en euros. Donc, en fait, quand tu émets, c'est pour récupérer de l'argent, donc pour lever des fonds. Et avant, l'asset manager ou la société d'investissement, quand elle émet des titres, elle a accès à un réseau de distribution de conseillers en investissement financier, de gestionnaires de patrimoine, qui en fait peuvent distribuer à leurs clients qu'ils ont en front, chose que n'a pas forcément l'asset manager, le produit. Mais du coup, la question, c'est que quand tu vends de la tokenisation et de l'efficience opérationnelle à un asset manager, en fait, tu lui donnes un truc nouveau, mais tu lui enlèves un truc qu'il avait. Parce que du coup, maintenant, comment est-ce que les gestionnaires de patrimoine et les CIF vont se connecter à ta plateforme pour le distribuer? Tu vois? Et donc, du coup, pour moi, on était un peu dans ce chicken and egg, de dire, putain, on leur apporte un nouveau truc, mais en fait, on leur enlève un autre, et du coup, on est toujours bloqué, en fait. Et du coup, chez EquiSafe, on a fait le choix d'aller choper les agréments qui vont pour pouvoir devenir un distributeur pour le compte de nos clients émetteurs. Comme ça, on leur permet d'émettre leurs titres, mais aussi de les distribuer. Et on le fait nous-mêmes parce qu'on a une licence pour pouvoir le faire, mais du coup, on a aussi créé un espèce de plugin pour que des gestionnaires de patrimoine puissent accéder à nos deals.
Ensuite, que le client, il le veuille en marque blanche ou pas en marque blanche, qu'il y ait écrit EquiSafe ou qu'il n'y ait pas écrit EquiSafe, en vrai, ça dépend. Si le mec, c'est un club de BA qui veut lever 500 000 euros, en vrai, il s'en fout. Ça ne le dérange pas que ce soit sur EquiSafe. Si c'est un gros asset manager qui veut lever un fonds de 20, 30 millions, bah oui, là, il y a quelques enjeux de branding, mais on peut gérer les deux. Mais l'important, c'est de dire, bah voilà, en fait, comment, en tokenisant, tu peux sortir l'émetteur du réseau de distribution. Bah, du coup, pour accélérer la chose, on a rajouté ce réseau de distribution grâce à la licence. Ensuite, tokeniser, pour moi, c'est pas juste émettre des titres ou émettre des tokens qui représentent ou qui sont des titres. En fait, quand tu investis dans une boîte, bah, tu as envie de savoir, tu as envie d'avoir des informations sur la boîte. Puis la boîte, elle peut relever des fonds. Puis la boîte, chaque année, elle fait une assemblée générale dont les poids de vote dépendent de la cap table qui est en fait sur la blockchain. Et puis, si tu dois verser des dividendes, bah, du coup, il doit y avoir des dividendes tu dois pouvoir gérer des flux qui sont liés, enfin, qui sont postérieurs à l'émission de titres. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la gestion du cycle de vie du titre. Il faut pouvoir gérer ce qu'on appelle des corporate actions, c'est-à-dire différentes mutations du registre, une augmentation de capital, une cession, une réduction de capital. Il faut pouvoir gérer les versements de dividendes. Il faut pouvoir gérer du reporting financier. Et en fait, c'est aussi tout ça que propose la plateforme EquiSafe pour pouvoir gérer dans le temps le véhicule d'investissement qui a émis les titres pour le compte du client. Parce qu'en réalité, le client asset manager, son taf, c'est de faire des investissements. C'est pas de gérer ses investisseurs. Donc, en fait, nous, on a le positionnement de dire, bah, OK, déléguez-nous toute la partie lourde d'admin, de compliance, de reporting. Et comme ça, vous faites que votre métier, l'investment management, de la gestion d'actifs. Donc, c'est un peu le chemin de pensée qui nous a amené à notre positionnement. Je ne sais pas si, Luc, tu veux donner un petit peu ta vision? C'est ça. Donc, nous, effectivement, on est un fournisseur de tech, mais ce qu'on dit, c'est un peu ce que tu racontais juste à l'instant, c'est que il faut fournir les outils aux différentes parties prenantes qui ont des choses à faire. L'asset manager, je suis complètement d'accord, il ne gère pas son fonds d'investissement. Il a un fonds d'admin pour ça. Il n'a pas envie de faire sa compta, il n'a pas envie de faire l'onboarding de ses investisseurs, à leur demander leur passeport, etc. En général, il délègue toutes ces opérations à des administrateurs de fonds. Il y en a beaucoup à Luxembourg, par exemple, qui gèrent tous ces fonds. Et l'asset manager ou l'émetteur du titre, lui, ce qu'il veut faire, c'est les bons investissements et puis aller vendre ses patates aux différents investisseurs un petit peu à droite à gauche. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on va fournir des outils digitaux pour à la fois émettre les tokens et gérer tout le cycle de vie, mais aussi pour les investisseurs, pour faire tout ce qu'on a mentionné là, donc que les investisseurs puissent trouver les opportunités d'investissement, puissent s'onboarder, donc passer toutes les règles de compliance, gérer leur portefeuille, et surtout accéder de plus en plus à des services tiers, donc à des plateformes de marché secondaire, à des plateformes de lending, à des tableaux d'affichage. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire grâce à ces tokens. En fait, ce qu'il fallait, c'était de la standardisation. Il fallait déjà amener des actifs sur la blockchain, et on n'en a pas encore assez, des bons actifs sur la blockchain, pour créer vraiment cet écosystème d'applications qui utilisent ces actifs. C'est ce qu'on a déjà sur la crypto, mais ce qu'on n'a pas encore beaucoup sur les security tokens. Et nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc, en fait, on est de moins en moins sur aider des projets à lever des fonds, parce que franchement, c'est pas parce qu'on tokenise qu'on va lever plus de fonds. Au contraire, ça rajoute un Ou petit vendre peu plus cher. C'est aussi la deuxième misconception. Par contre, on va de plus en plus vers des actifs qui existent déjà. Et on leur dit, ça ne vous dirait pas d'upgrader vos securities, de les mettre sur une infrastructure qui est beaucoup plus pratique. Votre fonds d'admin, il va faire tout en mode temps réel parce que tout est digital. Donc, quand vous déciderez quelque chose, boum, ce sera fait. Et il n'y aura pas besoin d'appeler 4 fois pour que ça bouge. Et puis, pour vos investisseurs, ils pourront faire beaucoup plus de choses. Je pense que c'est plus facile de convaincre un investisseur quand on lui dit investis dans mon fonds immobilier
et il y aura un certain marché secondaire, une certaine transférabilité parce que c'est tokenisé, plutôt que de dire voilà, c'est traditionnel et du coup, pendant 7 ans, vous allez être bloqué dans le fonds d'investissement. Bon, là, la plupart des investisseurs ils disent non, moi, je n'ai pas 7 ans devant moi. Donc, il y a des avantages si on tokenise et on peut prendre déjà des actifs qui existent. N'importe quel type d'actif peut être tokenisé. On pousse nos clients à le faire toujours avec des titres financiers, comme ça le cadre est clair. Alors, je suis assez d'accord qu'il y a des très bons loopholes avec les NFT, puisque ce n'est même pas dans la nouvelle réglementation MiCA et autres, donc il y a plein de choses à faire. Mais bon, nous, on pousse nos clients à faire des vrais titres financiers, comme ça le cadre est clair. Il y a plein de types de fonds d'investissement, de SPV, il y a plein de choses qui existent déjà. En fonction du projet, c'est assez facile de trouver le bon setup, de créer son entité légale et après de la tokeniser, ce qui fait qu'elle est juste digitale et donc beaucoup plus simple à utiliser. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment de limite. C'est aussi pour ça qu'on est basé à Luxembourg. Alors, je sais que du point de vue français, c'est toujours à Luxembourg, personne ne paye de taxes, c'est pas du tout vrai. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est assez facile de créer un véhicule d'investissement et de créer un véhicule d'investissement global et après de faire des compartiments pour chaque projet. Donc, par exemple, si je suis un gros asset manager et que je fais de l'immobilier ou un gros promoteur, peu importe, je crée mon véhicule d'investissement et après, à chaque immeuble, je crée un compartiment. Ce qui veut dire que les investisseurs dans chaque compartiment sont protégés, ils ne sont pas impactés si les autres projets vont mal. Mais par contre, en termes d'administration, tout est dans la même capsule. Et on peut tokeniser chaque compartiment. Donc, sur le marché, on a à la fin des tokens qui sont riches en data sur les documents de l'actif sous-jacent, sur le prix, etc. Et en plus, qui ont déjà toutes les règles de transfert et de conformité codées dans le token. Donc, l'émetteur, il sait que ces tokens peuvent aller seulement aux personnes qui sont autorisées à les toucher. S'il n'a pas fait les démarches pour distribuer aux États-Unis, il n'y a aucun Américain qui peut recevoir ces tokens. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc, il fallait standardiser un petit peu tout ça, faire toute cette grosse machine pour que ce soit à la fin très facile pour un émetteur d'émettre, de dire à son agent, voilà, gérer mes tokens et de pouvoir onboarder ses investisseurs. Maintenant qu'on a ces standards de smart contracts, ces standards de plateforme et qu'on a réussi, je pense, à garder pas mal d'interopérabilité, je pense que là, c'est le moment de créer l'écosystème où il faut ces solutions de marché secondaire, cette DeFi, tout ce qu'on peut faire avec ces tokens. Et c'est vraiment là maintenant que ça va commencer à devenir intéressant. Guys, moi je voulais revenir sur un point tout à l'heure dont vous avez parlé, c'est le collatéral. De dire, alors, moi je suis, alors convainquez-moi du contraire, mais pour l'instant je suis pas d'accord. Bon, tu as commencé à y répondre involontairement, Luc, mais je veux creuser. C'est, ok, tu mets en collatéral un bien immobilier ou une fraction de bien immobilier. Comment tu prices ça? Parce que tu demandes à 3 agences immobilières, elles vont te donner 3 prix différents. Et comment tu le liquides? Ça veut dire quoi, liquider un bien immobilier on-chain ou liquider une fraction d'un bien immobilier on-chain? C'est tout à fait ça et c'est pour ça qu'on n'en est pas encore là. Sur tous les protocoles de lending, voilà, je mets mes cryptos, on sait à tout moment quel est le prix et on sait à tout moment que ça peut être liquidé. Donc c'est facile en fait, on peut automatiser tout ce qui se passe. Avec de l'immobilier, comme tu le dis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc est-ce qu'il faut des liquidateurs ou est-ce qu'il faut juste transférer l'ownership à quelqu'un et puis il assume le risque d'illiquidité? Il y a plein de questions sous-jacentes. La valorisation, c'est super important. C'est pour ça peut-être que tout ce qui est dette, c'est plus simple. L'immobilier, c'est pas trop compliqué parce qu'il y a quand même une certaine idée de la valeur. Par contre, sur une startup, c'est quoi la valeur? Enfin, avant de mettre ses parts de startup en collatéral sur un smart contract, je pense que c'est compliqué. Donc oui, ça dépend des types d'actifs et c'est clairement les problèmes qu'on a actuellement. Par contre, sur les investissements de taille assez importante ou les UCITS, donc des fonds où on peut rentrer et sortir tous les jours, là, il y a une valeur tous les jours. Donc, c'est plutôt assez simple de mettre ça en collatéral et d'avoir un prix et d'avoir des gens qui sont prêts à prêter de l'argent parce qu'ils savent qu'ils pourront faire quelque chose si on ne paye pas.
Effectivement, je pense que c'est un gros challenge actuellement dans tous les cas parce que c'est que le début et que ça va continuer à se développer. Moi je pense quand même que la partie collatérale, c'est aussi une des puissances de la blockchain et de ce qu'on peut proposer dans le futur. C'est pas encore assez développé et il va falloir s'y mettre, très fortement. Mais il y a des challenges qui sont super intéressants sur cette partie-là. C'est vrai que tu l'as dit, Bilal, c'est intéressant sur la Juste partie valorisation. Tu prends un par tout exemple les petit parts d'une startup. Ah, Allez-y, vas-y François. juste une chose, parce qu'effectivement, le point est effectivement important, et effectivement, très justement, très grosse problématique de la collatéralisation, c'est la valorisation, sinon effectivement, ça sert absolument à rien. En fait, il y a des manières de procéder. C'est-à-dire que valoriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître la valeur de quelque chose et savoir que cette valeur est fiable. Bah, c'est un petit peu le principe d'un oracle où, enfin, il y a diverses manières, de procéder. Il y a des sociétés qui proposent également, des services, fiables à valeur légale ou, un document qui aurait été déposé par exemple, je pense par exemple à la société, Logion, hein, on regarde, avec vrai intérêt ce qu'ils font, c'est très intéressant. Ils travaillent avec comment on appelle ça? Avec des huissiers de justice, je crois, et qui, quand ils estampillent quelque chose sur la blockchain, un document, ça a une valeur légale. C'est quelque chose qui est opposable en cour de justice. Donc ça devient intéressant. On peut imaginer des scénarios. Je dis pas que c'est le scénario, idéal. Il y a certainement des scénarios, encore meilleurs qui viendront par la suite. Mais d'imaginer que quelque chose soit mis en collatéral avec des documents de valorisation qui ont été faits par des personnes qui ont les compétences, chacun ses compétences, et qui ont été éventuellement estampillés par quelqu'un qui est legally binding en cours de justice. Moi, je pense que c'est une valeur. Et je pense que ça peut permettre d'avancer concrètement. Qu'on se comprenne, c'est un peu comme tout, hein, tous les systèmes qui sont informatisés ou pas informatisés, il y aura toujours des failles. Ce qui est important, c'est que les gens aient suffisamment confiance dans le système pour l'utiliser. Parce que fondamentalement, c'est ça la problématique. Pourquoi j'irais investir dans ces systèmes, les nouveaux, notamment avec des nouvelles technologies? La DeFi, oh là là, c'est quelque chose de complètement nouveau. Pour l'utiliser, il faut que j'ai confiance. On parle quand même de manipuler l'argent des gens. Il faut avoir confiance et dans la sécurité des systèmes, dans le fait que ce n'est pas des scams, etc. Donc, de la même manière, effectivement, la problématique de valorisation, qu'on parle de tokenisation ou pas de tokenisation, c'est pareil. Si on investit dans une entreprise, on a besoin de connaître la valeur des parts qu'on achète. Que soit quand c'est digitalisé, la problématique reste pareille. L'intérêt d'avoir digitalisé, c'est qu'effectivement l'accès est plus simple. On va moins s'appuyer sur des personnes tiers qu'on va consulter directement. Donc on a besoin d'avoir l'information directement. Et encore une fois, pour moi, il y a des manières technologiques de mettre ça en place qui existent aujourd'hui. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la problématique maintenant, elle n'est pas tant technique qu'une problématique de user experience. Il va falloir véritablement qu'on réussisse à mettre en place toute cette tambouille de manière à ce que ce soit agréable, compréhensible, que les gens comprennent que ça n'est pas de la technologie, c'est du service. On leur propose un bien d'investissement qui a telle rentabilité, ils y ont tel intérêt parce que potentiellement il y a moins de risques, parce qu'il y a des possibilités de marché secondaire, ça ne va pas s'appeler comme ça, mais voilà, qu'ils ont la possibilité de collatéraliser, il y aura certainement des mots magiques funky qui vont sortir, qui vont beaucoup mieux passer pour que les gens pensent à l'utiliser, etc. Et surtout de savoir qu'ils pourront le faire en confiance, parce que les systèmes auront été faits pour que ce soit en confiance. Donc, je ne suis pas inquiet sur le fait que ça arrive. Moi, ma problématique, et notamment étant un acteur de l'écosystème, et je pense que c'est pareil avec les autres, ma problématique, elle n'est pas sur est-ce qu'on va y arriver. Ma problématique, c'est il faut qu'on y arrive suffisamment vite. C'est tout. Ouais. Après, c'est Dans vrai les que. défis et problématiques. Ouais. Vas-y, Lupo. Pardon? Non, je disais, c'est vrai que oui, la question c'était de se dire, ouais, comment est-ce qu'on fait
voilà, j'ai une part d'un immeuble, d'une maison, whatever, qui est évalué à 100 € quand moi je l'ai acheté. On me prête 100 €, enfin, qui va accepter de me prêter 100 € entre guillemets, ou comment ça se passe pour que la personne accepte? Et surtout que, OK, moi je dois lui rendre ses 100 €, mais au final, peut-être que dans 6 mois, c'est réévalué, ou moi je mets 2 ans à la payer, ça bouge. Je Ah pense oui, que c'était ça aussi le point ouais. de Bilal, Mais tu mets le doigt sur, justement, c'est intéressant parce que tu parles de process précis. OK, beh, très bien, et justement, il y a un travail par rapport à ça pour que ce soit bien carré, mais fondamentalement, ce dont tu parles, c'est une problématique de valorisation de biens immobiliers. Bon, ben, des gens qui connaissent la valeur du marché dans tel quartier, et cetera, bon, bah, il y en a pléthore. Il faut qu'ils estampillent, il faut que, ce soit des gens, dignes de foi, qui aient pignon sur rue, et où, que justement il y ait une sorte de huissier qui dit: «Oui, ben, un tel, c'est pignon sur rue et sa valorisation, elle vaut quelque chose». C'est ce qui la valorisation qu'il a mis, c'est la valorisation de janvier 2024. Il en faut une 6 mois plus tard, ben, il y en aura une 6 mois plus tard. Ce sont des services qu'il faudra monnayer d'une manière ou d'une ouais. autre, mais à partir du moment où on va réussir, où on va généraliser ça, on peut aisément imaginer qu'on va réussir à rentrer dans des processus où on va réduire les coûts de ces mises en place de fiabilité de l'ensemble du système, et que Ouais. ce soit fluide. Ça peut être aussi des accords qui disent, bah, dans tous les cas, indépendamment de la fluctuation, que peut avoir le bien, dans tous les cas, moi, tu es venu avec quelque chose qui valait, tel prix, tu dois me rendre tel prix, même si il a pris 20 ou réduit de 20 entre guillemets. C'est peut-être des solutions, qui sont envisageables. Je sais pas, en tout cas, c'est quand ça va se mettre en place, à plus grande échelle, que ça va bouger. Tu en penses quoi, Bilal? Je disais, bah, c'est plus facile en one-to-one, mais quand tu connais pas les personnes et qu'il y a un mec qui collatéralise et un autre mec qui emprunte, ou même plein de mecs, si on parle de petites fractions qui sont collatéralisées, et plein d'emprunteurs, plein de prêteurs, c'est pas, bon, c'est pas trivial en tout cas. Et puis en effet, oui, valoriser. Alors déjà, quand tu valorises en fonction du bien, il peut y avoir des fenêtres, des intervalles de valorisation. Bon, ça ne résout pas le problème parce que quand on met en collatéral une crypto sur AAV, tu vois, le prix, il est on-chain, personne ne peut le discuter. Et parce qu'il y a aussi un conflit d'intérêt. Tu vois, l'emprunteur, il va vouloir avoir le prix le plus important. Et le prêteur, vu qu'il doit liquider le bien pour récupérer son argent, il va vouloir le prix le plus important. Ou c'est l'inverse. Bref, en tout cas, il y a un conflit d'intérêt. Mais bon, c'est plein de questions qui doivent être hackées. D'un point de vue de business model, pareil. OK, on valorise l'actif tous les X temps, mais du coup, ça coûte quelque chose. Et comment on le compute dans le modèle économique? Qui paye quand? C'est des questions vraiment intéressantes d'un point de vue entrepreneurial parce qu'il faut vraiment beaucoup se creuser la tête. Comme toutes les cartes sont un peu redistribuées. Et donc, c'est clairement quelque chose qui n'a pas encore été bien hacké. Mais voilà. Ce sera certainement à rentrer dans le coût de la collatéralisation, dans le coût, coût de la dette, hein. Mais bon, après, c'est à construire. Mais c'est maintenant que ça se fait, hein, pour Ouais. moi. Non, clairement. Je suis curieux d'avoir un peu votre vision sur, des types d'actifs, ou, des types de biens, et cetera, qui peut-être ne sont pas du tout les types que vous travaillez, ou, que vous avez envie de faire à l'avenir, mais qui vous pensez être un peu entre guillemets «sous-cotés», ou qui vont être super intéressants à tokeniser, ou des usages de la tokenisation qui sont en train de voir le jour, ou peut-être même qui ont pas vu le jour, mais que vous, avec votre œil d'expert, vous avez en tête? Bah, Hem moi, j'avais mentionné l'art. Ouais. J'adore parce que, bon, déjà, tous ceux qui disent ouais, tu vas financiariser l'art, j'ai envie de dire, t'es né de la dernière pluie parce que l'art est déjà financiarisé depuis la nuit des temps. Et ensuite, bah, les œuvres d'art, pareil. En fait, très peu de gens, bon, à moins que tu sois Pinault ou Bernard Arnault, tu l'as dans ton salon. Mais la plupart des gens, en fait, leurs œuvres d'art, elles sont stockées dans des zones franches. Donc en fait, c'est des produits financiers.
Celui qui dit j'achète un Van Gogh pour le mettre dans mon salon, enfin, une chance sur 10 que je le... Enfin, 9 chances sur 10 que je le crois pas, en fait. Donc, en fait, il y a un actif qui est hautement illiquide, qui est dans un placard. Et du coup, je trouve que c'est un actif parfait pour être digitalisé. Parce qu'en final, une maison de vente... alors, un exchange, c'est quoi? C'est tu as une boîte qui arrive, qui veut faire son IPO. Mais en fait, elle va contacter un dépositaire pour mettre les parts chez le dépositaire et elle va contacter l'exchange pour lever des fonds ou créer la liquidité. Bah, c'est la même chose dans les œuvres d'art, en fait. Tu as ton œuvre d'art, tu la mets dans une zone franche chez un dépositaire et ensuite, tu vas voir la maison de vente aux enchères et elle va la vendre pour toi. Donc, en fait, ce serait que naturel de digitaliser ce process. Parce que dans la finance traditionnelle, bon, pour la plupart des titres, aujourd'hui, ils sont digitalisés chez le dépositaire, mais au début, ils n'étaient pas digitalisés chez le dépositaire. Il y avait des vrais titres papier, mais il y avait une plateforme qui représentait digitalement ces titres et qui les permettait de se échanger. Donc, c'est la même chose avec l'art. Il y a l'œuvre d'art qui est chez un dépositaire qui est physique, et il n'y a pas encore de plateforme qui permette cet échange. Donc, le premier truc pour moi, ce serait de faire ce que la finance traditionnelle a fait pour l'art, c'est-à-dire de garder l'actif en collatéral physique, comme chez le dépositaire pour les titres avant, et d'avoir la plateforme pour que les gens puissent les trader. Et ça manque vraiment. Mais après, évidemment, quand tu parles d'investissement en œuvre d'art, en fait, ce qui est intéressant, c'est le côté fiscal de cet investissement. Parce que là où tu as une flat tax à 30%, bah, en fait, tu as 5,5% de plus-value, enfin de frais d'impôt sur la plus-value. Donc en fait, la question c'est comment ne pas dénaturer la propriété fiscale de l'œuvre d'art tout en la fractionnalisant. Et c'est ça le truc qu'on a réussi à faire. Je suis désolé, je suis trop fier de moi. Et c'est ça le projet qui sort. Félicitations. Félicitations. Je pense qu'il y a un challenge dans la partie aussi collection d'œuvres d'art, c'est le fait qu'il n'y a peut-être pas forcément de possibilité de dividendes. Si tu tokenises par un SPV, j'imagine le SPV, les propriétaires de ton non, œuvre d'art. justement, si tu fais un SPV, du coup, tu investis dans des actions. Et du coup, quand tu revends ton action, tu as la fiscalité des œuvres d'art. C'est pour ça que je te disais comment tokeniser l'œuvre d'art physique en direct pour pouvoir garder sa propriété fiscale tout en le fractionnalisant. Donc, du coup, tu fais quoi? Tu fais du NFT alors? Non. En fait, NFT, ça veut rien dire. C'est un framework technique. En fait, c'est une ingénierie juridique qu'on a trouvée et qu'on implémente pour que la plateforme fit cette ingénierie juridique afin que tu puisses faire ce que j'ai dit, investir dans une œuvre d'art en direct pour bénéficier de l'avantage fiscal sans passer par un SPV qui te met dans le cadre monétaire et financier. Et sur la partie, justement, sur la partie paiement, j'imagine qu'il y a des frais sur cette œuvre d'art. Si elle est louée, comment ça se passe pour justement payer les frais annuels qu'a l'œuvre? Je ne sais pas, elle est stockée dans un musée. Est-ce que c'est le musée qui paye une location pour l'avoir? Est-ce que c'est la société qui paye des frais de gardiennage? Tu dois payer un dépositaire. Et donc, en effet, tu dois trouver le moyen dans ton business model de payer le dépositaire. Ouais, c'est ça. Okay. Donc après, je ne vais pas te donner tous mes secrets, surtout devant Luc et François, mais... La recette du Coca-Cola. Nous, on ne fait pas la partie politique, hein, donc peu importe. Non, mais je blague, tu me connais. Je rigole. Donc oui, après, c'est un actif financier différent. Il n'y a pas de dividende, il n'y a pas d'argent que tu touches tout le temps, mais par contre, il y a un jour, tu vas toucher normalement beaucoup d'argent et tu vas payer moins d'impôts. Ok. Mais après, tu as la liquidité entre les personnes qui te permet de créer de la liquidité. Ouais, et puis dans la liquidité, de réaliser ta plus-value, excuse-moi. Et ces frais, voilà, et ces frais, ils permettent de justement payer peut-être ces frais de garde dans des zones franches, etc. Peut-être. C'est pas. Pour l'instant, c'est un secret. Ok. Et moi, j'aimais bien l'idée de trade finance de Luc. Je pense qu'il y a un énorme potentiel là-dedans aussi.
pense aussi. Mais en fait, ils le font déjà, mais ils le font déjà avec des gros paquets de factures pour des gros investisseurs. Et donc maintenant, ils veulent faire des plus petits paquets pour des plus petits investisseurs grâce à la blockchain et à la digitalisation. C'est très bien ce que tu as dit là, j'adore Luc, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça la première proposition de valeur de la tokenisation. C'est pas de la liquidité, c'est trop lointain. Avant, tu as la gestion du cycle de vie, avant, tu as le marché primaire, avant, tu as l'émission, c'est lointain. Le collatéral, c'est exotique. En fait, le premier avantage, c'est de pouvoir mieux gérer, mieux suivre différentes fractions d'un bien. Avant, forcément, si tu as 10 investisseurs dans un bien ou tu en as 2, bon, c'est facile à gérer. Si tu en as 10 000, bah, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Tu dois traquer tous les échanges, etc. pour avoir la bonne cap table. Et pourtant, Dieu sait que quand tu as 10 investisseurs, c'est un bordel pour gérer une cap table. Alors imagine quand on a 10 000. Rien qu'hier, je ressortais la cap table de Pirates et en fait, je l'avais faite moi-même. Non, Ouda, notre CEO, l'a refaite soi-même. Moi, j'en avais une ancienne et du coup, bah, je pensais que j'étais sûr de moi et en fait, c'était pas la bonne. Et elle avait raison. Donc, du coup, tu vois, genre, même avec tout ce qu'on a, c'est que ça reste compliqué de gérer une cap table. Ah, c'est sport. Luc, on sait que tu vas devoir partir. Est-ce qu'on peut avoir encore ton avis justement sur le potentiel futur produit qui sont sous-cotés, comme le disait Lupo? Est-ce que toi, tu as quelque chose dans ton secteur d'activité sur lequel tu vois que c'est quelque chose qui est encore sous-coté? Les différentes classes d'actifs, ça dépend, c'est très, très variable. Par contre, ce qu'on commence à discuter et à voir, c'est ce que BlackRock appelle la mass customization. En gros, c'est l'idée de créer des tokens qui sont en fait des baskets d'actifs et qui dépendent du risk profile de tel investisseur. En fait, pour chaque investisseur, on va pouvoir créer un produit d'investissement grâce à la blockchain qui va aller derrière sur les marchés, choisir les bons actifs sous-jacents. En fait, si tout est représenté sur la blockchain, après, on peut leverager tout le côté programmatique de la blockchain et dire, voilà, je veux investir dans tous ces types d'actifs avec tel rating dans telle région qui sont disponibles pour moi en tant qu'investisseur européen et retail. Et automatiquement, les investissements vont se faire pour moi et me créer une représentation de mon risk profile sur la blockchain, quoi. Donc ça, je trouve ça super intéressant. C'est en fait des tokens custom pour chaque investisseur qui vont derrière aller investir dans les tokens qui correspondent aux besoins. Donc ça prendra un petit peu de temps. Il faut plus de tokens pour avoir ça, mais c'est vraiment vers ce qu'on se dirige. En fait, c'est un petit peu l'idée des ETF et autres, sauf que là, on va pouvoir aller vers de la personnalisation, quoi. Donc, je ne sais pas si ça prendra 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans. En tout cas, on va essayer d'y aller. Non, mais je pense que tu as raison, c'est dans le sens où va le marché, en fait. Et puis avec les outils, tu vois, de data analytics, d'analyse d'investissement qui se rajoutent, qui se perfectionnent, des IA comme Aladdin, mais version un peu plus consumer. Bah oui, en effet, tu vas interagir avec un agent, il va te sélectionner ton profil de risque et te faire ton placement. Ça me semble totalement dans le sens des choses. 100%. 100%. Ok, bah écoutez, on a eu une belle discussion. On a parlé de plein de choses, d'actualité, d'aussi un petit peu de vision et de cas pratiques. Et j'aime bien parce qu'il y a eu des beaux challenges aussi. On repart ici avec pas mal de questions aussi. Et où est-ce que ça va aller? Parce que comme tu as dit, j'aime bien ce que tu as dit, Bilal, au final, en fait, où va aller le marché? Parce que le marché a toujours raison. Et dans quel sens est-ce que ça va aller? Et on doit avoir cette façon de pivoter et de dire, OK, au final, j'avais ma stratégie de base et où est-ce que ça va aller? Et on a tous des avis, je pense, il y en a qui sont les mêmes et il y en a aussi qui sont différents. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup. Si quelqu'un veut rajouter un petit mot de la fin, quelque chose, vous avez carte blanche. Et après, on va gentiment terminer ce live. Si vous avez des questions,
aussi pour les personnes qui nous regardent, c'est maintenant ou jamais. Allez-y, je vous laisse libre cours. Oui, bah, alors moi, tout d'abord pour, rebondir un petit peu sur ce qu'il disait, moi sur les trucs particuliers, alors il y a l'immobilier, je viens sur un truc et Jean sait que c'est quelque chose qui me parle beaucoup sur, une tendance que je vois qui vient, où on a pas mal de choses qui se passent, on a quelques clients intéressants. Pour l'instant, c'est pas des volumétries que je trouve suffisantes. Par contre, je crois beaucoup à ce modèle, c'est les fameux contrats de cession de revenus futurs et je vais donner des cas concrets pourquoi je crois que ce genre de choses peut se développer. C'est parce que, si on prend, un schéma comme, par exemple, le marché du cinéma, où c'est typiquement un secteur où il y a tout un tas d'acteurs qui apportent des services et qui doivent toucher leur part de revenus. Ces acteurs, les prestataires, les ceci, les cela, etc., distributeurs, etc. Et tous les 4 matins, ici, la société qui gère tout ça signe un nouveau contrat avec un client. Il y a une nouvelle source de revenus. Dans le monde non tokenisé et non digitalisé, c'est extrêmement compliqué d'aller répartir les revenus. Voilà. Donc là, je parle de quelque chose de très particulier, mais qui s'applique à tout un tas de schémas différents que nous, on rencontre petit à petit. Et je veux croire qu'il y a des choses assez fun et très sympas, très, très efficaces et qui peuvent considérablement aider ces écosystèmes, à la fois parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui seront enclins à être partie prenante parce qu'elles sauront qu'elles pourront être beaucoup plus facilement payées parce que chaque fois qu'il y a des nouvelles sources de revenus, au moins elles n'ont pas à courir derrière les sous et au moins elles savent que tout est fiable et que quand il y a une nouvelle source de revenus, automatiquement elles sont payées, elles n'ont même pas besoin d'aller vérifier les choses. Ça peut dynamiser des écosystèmes justement qui ont besoin de fonds et qui ont ces mécanismes avec tout un tas d'intervenants. On n'a pas parlé effectivement, je rebondis un petit peu du tac au tac, c'est que justement, systématiquement, on a parlé là de cas d'investissement qui concernent une œuvre d'art, une société, de l'immobilier, etc. Alors qu'effectivement, il peut être également intéressant de regarder la chose comme dans l'autre sens. Il y a tout un tas de parties prenantes, tout un tas de gens d'ayant droit. Et ce n'est pas une histoire de marché secondaire, d'avoir revendu les parts à quelqu'un d'autre. Ça peut être que la tokenisation a permis de gérer quels sont les ayants droit à différents services en fonction des services qu'ils ont apportés, de l'argent qu'ils ont apporté, etc., etc. Et c'est pour le coup, en l'occurrence, sans la tokenisation, je ne sais pas très bien comment ça pourrait être géré de manière non absolument catastrophique. Et je veux croire qu'il y a des cas d'usage. Si j'en parle, c'est parce que tout à l'heure, on disait quels pourraient être des nouveaux trucs sympas. Ça, je veux croire que ça peut donner des très, très beaux projets. On va voir. On y travaille, mais voilà. Et comme mot de la fin, me concernant, simplement, je redis une banalité, mais parce qu'elle est vraie, c'est que tout le monde de la finance va être tokenisé. C'est évident. Encore une fois, pas parce que c'est sympa, mais parce que c'est faire la même chose en mieux. Maintenant, effectivement, tu disais, Lupo, si on peut poser des questions, etc. Nous, on a des cas d'usage qui viennent du terrain, des idées qui viennent du terrain, on est force de proposition, etc. On est ultra preneur des idées que peuvent avoir ceux qui écoutent cette vidéo, ce podcast. Parlons-en, c'est avec très grand plaisir. On est conscient que personne n'a la vérité absolue et surtout, toutes les idées sont bonnes et construisons des choses ensemble. C'est passionnant ce qu'il y a à faire. Voilà. Yes. Bilal, un mot de la fin? Quand on traite avec des sujets qui sont réglementaires, comme la tokenisation d'actifs, du moins 99% quand même bien réglementaire,
il faut être très lucide, quoi. Il n'y a pas de loophole. Donc, si vous venez pour vendre plus cher un actif qu'il ne le vaut parce que vous pensez que vous allez vendre ça à des retails qui ne comprennent rien, vous mettez le doigt dans le nez, dans l'œil. Si vous pensez que parce que vous tokenisez, vous allez lever plus facilement, non, vous allez lever encore plus difficilement. donc faites-le pour les bonnes raisons ou essayez vraiment d'aller chercher la raison pour laquelle vous pouvez le faire. Et évidemment, ça peut être nourri d'une discussion, que ce soit avec Luc, François ou moi, pour vous guider, parce qu'au final, on commence à avoir pas mal d'expérience. Depuis 2018, on voit tout type de projet, tout type de personnes, tout type de structuration excentrique. Et du coup, on s'est intéressé au cinéma, aux titres financiers, à l'art, aux factures. Et donc, on a pas mal de retours d'expérience à vous partager. Donc voilà, venez pas trop avec des idées préconçues, mais plutôt des rationnels pragmatiques. Et à partir de là, on peut discuter. J'aime beaucoup. Trop bien. Et Luc, ton mot de la fin? Très simplement, merci beaucoup pour cette session. Il y a tellement de choses qui se passent. Enfin, ça peut aller dans beaucoup de sens différents. Là, il y a le nouveau bull market. La dimension RWA fait du bruit. AI aussi et plein d'autres. Donc bon, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bullshit. C'est le marché crypto. C'est ça qui est fun, mais faut pas faut pas se laisser avoir. Enfin, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener des bons actifs. Et malheureusement, les titres financiers sont très réglementés et ne sont pas ouverts à tout le monde. Il y a encore beaucoup de choses à faire côté réglementation pour qu'on puisse gérer soi-même ses propres actifs. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est censé protéger les retail investors. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont vers la crypto. Enfin, gérer ses cryptos soi-même, c'est quand même mieux. J'ai pas besoin que mon banquier m'explique quel trade je dois faire. Donc j'espère qu'on ira vers ça, vers plus de démocratisation. Mais pour y arriver, il y a déjà une grosse étape avant qui est juste de migrer une partie de l'infrastructure de la finance actuelle sur la blockchain. Ça va prendre du temps. Et une fois que ce sera fait et que tous les points de contrôle seront là et que tout marchera bien, ça pourra s'ouvrir petit à petit au retail et aux petits investisseurs. Mais malheureusement, je crois que pour l'instant, pour le retail, il vaut mieux espérer jouer avec des cryptos que jouer avec des security tokens. Ouais, 100%. Non, mais 100%. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. C'était notre premier podcast live qu'on organise. Donc, on est super content de vous avoir eu. Ça s'appelle la table ronde des titans. Et on a eu 3 titans avec nous. Donc, on est vraiment super content. Merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir apporté un max de valeur sur cet épisode. Et on espère vous voir très bientôt, que ça soit dans un nouvel épisode, que ça soit en live, que ça soit sur les réseaux. Évidemment, on va mettre tous vos liens, vos LinkedIn, etc., pour les personnes qui souhaiteraient vous contacter. Et ouais, un grand merci pour avoir pris le temps, pour la communauté et pour toutes les personnes qui vont écouter cet épisode. Jean, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est parfait. Merci pour cette clôture et merci vraiment aux titans d'avoir participé à ce live sur les titans de la tokenisation. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo à vous. Cheers, Luc, François, à bientôt. Cheers. Salut Luc, Jean, Lupo, ciao.